Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, comme le disait Olivier tout à l'heure, je vais avoir la tâche de casser le mur un peu entre la partie viticole et la partie œnologique. Parce qu'effectivement, je vais m'attacher à regarder principalement la mesure, hein, et les pilotages qu'on peut faire via la mesure du sol jusqu'au végétal et jusqu'au mou. Le groupe du Bernet, donc c'est un groupe historiquement d'œnologie, hein, et depuis 50 ans, on a fêté notre 50e anniversaire cette année, et donc on a 50 ans de mesure finalement en œnologie, et c'est finalement que depuis une quinzaine d'années qu'on s'est intéressé à faire des mesures aussi sur la partie agro, et sur la base de ce constat-là, en fait, qui est la moyenne des vins rouges analysés au laboratoire depuis 1984. Et en fait, quand on observe ces moyennes de degrés, de pH et d'acidité, bah, ce qu'on observe, c'est que la moyenne d'un vin rouge en 1984 était à un peu plus de 11 degrés. Elle est aujourd'hui à 14, voire 14,5 sur la moyenne des vins rouges qu'on analyse. Et en parallèle, on a des acidités qui diminuent, des pH qui montent. Donc on a globalement un bouleversement des équilibres. Donc ça, il y a plusieurs raisons, hein. Jusqu'aux années 2000, disons qu'il y a eu quand même un réencépagement de la région. Il y a eu des niveaux de productivité également qui ont différé. Mais depuis les années 2000, globalement, bah, il y a aussi et fortement l'impact de l'évolution climatique et des aléas climatiques qui bouleversent ce qui était dit ce matin, hein, les cycles des éléments minéraux aussi au niveau du sol, avec des phénomènes de minéralisation qui sont un peu différents de ce qu'on pouvait avoir. Et donc derrière tout ça, bah, finalement, la question de l'azote, elle est importante derrière, parce que faire monter un mou qui est à 14,5 ou faire monter un mou qui est à 11, bah, évidemment, c'est pas la même histoire. Et quelque part, il y a aussi derrière ça des problématiques de productivité sur lesquelles l'azote est extrêmement important. Donc il y a une dizaine d'années, on a commencé à parler fortement d'agroœnologie, c'est-à-dire de liens qu'on pouvait faire entre l'équilibre d'un vin et finalement tout ce qui précédait. Et donc en partant de cet équilibre, de mesurer sur la base d'analyses de maturité, de mou, ce qui se passait d'un point de vue comportement du végétal dans l'assimilation, ce qui se passait en termes de pratiques agronomiques, puis de physico-chimie des sols, voire de microbiologie des sols, qui sont des thèmes qui ont déjà pu être abordés. Donc je vais repartir à l'inverse, hein. Le thème de la journée, c'est de la vigne au vin, avec la partie sol. Donc aujourd'hui, on mesure l'azote dans les sols avec plusieurs outils possibles. Le plus utilisé aujourd'hui, c'est celui de droite. C'est un analyseur élémentaire, CHN, qui fait ce qu'on appelle une mesure de l'azote d'UMA. C'est des méthodes en combustion sèche qui sont les plus développées aujourd'hui à ce jour en France, en Europe, mais aussi dans le monde. Et il y a l'outil qui est à gauche, que certains peut-être reconnaîtront pour en avoir vu des formes dans des laboratoires d'œnologie, hein. C'est Winescan en œnologie qui assure maintenant une énorme partie de l'analyse œnologique. Et ces outils-là, ils sont en train d'amener une forme de petite révolution aussi dans l'analyse de sol, parce qu'ils sont beaucoup plus rapides, ils sont beaucoup moins coûteux, et en fait, ils viennent améliorer la productivité des analyses, et ils permettent d'aller un petit peu plus loin. Donc aujourd'hui, y compris à l'échelle française, on est en train d'intégrer ce type de méthodologie dans les comparaisons interlaboratoires. Donc ça fait des petits au fur et à mesure. Il y a des projets mondiaux sur l'utilisation de ces outils-là. Et donc finalement, tout ça pour dire que l'objectif, c'est d'amener aussi par ces outils à une démocratisation de l'analyse. Quel que soit, on puisse en faire plus souvent, et de mieux comprendre finalement ce qui se passe au niveau des sols. Donc, comme le disait Laure en introduction, finalement, quand on va regarder une analyse de sol, on va regarder sur la partie organique, parce que l'azote est dans ce compartiment de l'organique dans le sol. On regarde la matière organique. La matière organique, c'est un calcul qui est la base du carbone total, enfin du carbone organique. Et de fait, déjà, ce calcul, il n'est pas le même partout. C'est-à-dire on multiplie le plus couramment en France, on multiplie le carbone par 1,72 pour arriver au niveau de matière organique, mais il y a certains laboratoires qui multiplient par 2, et puis il y en a qui multiplient par 1,5. Donc finalement, derrière ce chiffre-là, c'est important de comprendre ce qu'on mesure, c'est qu'on mesure du carbone. On mesure également de l'azote, donc de l'azote total en pourcentage. Et finalement, la première question qu'on se pose quand on fait une analyse de sol, c'est de se dire, cet azote total, très bien, est-ce qu'il me permet de piloter mes apports azotés à la parcelle? Et la réponse est non, pas du tout. Parce qu'en fait, l'azote total d'une analyse de sol n'est pas du tout relié à la disponibilité de l'azote, et ne permettra pas, qu'on soit dans un niveau ou dans un niveau bas, de dire je vais amener plus de fertilisants ou moins de fertilisants azotés parce que j'ai un niveau haut ou un niveau bas.
Donc ça, c'est ce qu'on se retrouve tout en haut. Et ensuite, on a un paramètre qui est le C sur N. Donc le C sur N, c'est intéressant parce que déjà, on rentre dans une notion qui est le besoin d'azote pour dégrader la matière organique et inversement le potentiel de minéralisation de cette matière organique. Et donc là, on trouve déjà un critère qui est un peu plus intéressant. Mais finalement, quand on parle de carbone et de C sur N total, Laure décrivait qu'il y a plusieurs types de matière organique à l'intérieur d'un sol. On va avoir notamment deux fractions qu'on arrive plutôt bien à mesurer. Une fraction qui est très stable, qui est celle donc, qui va participer à la structuration du sol, à la réserve utile, quelque part à la résilience du sol, donc qui est en bas à gauche. Et on a en bas à droite la matière organique libre, donc qui est celle qui est la plus dégradable dans le sol. On considère effectivement que globalement, c'est variable, mais on a un niveau de renouvellement de la matière organique liée qui est aux alentours d'une cinquantaine d'années, en tout cas de plusieurs dizaines d'années, qui peut parfois aussi contenir du carbone fossilisé. On disait 4000 ans, et il y a des carbones qui ne bougent pas dans le sol. Et à l'inverse, dans la matière organique libre, on a de la matière organique qui a un taux de renouvellement de 8 à 15 ans à peu près. Donc c'est cette fraction-là majoritairement qui va être dégradée, qui va être minéralisée et qui va fournir finalement les éléments minéraux nécessaires à la plante. Mais là aussi, l'azote libre, ce n'est pas un paramètre tout seul qui va permettre de justifier est-ce qu'on a besoin d'amener de l'azote ou non. Le regard qu'il faut vraiment porter sur ces paramètres-là, c'est que finalement, c'est les niveaux de C sur N qui vont, donc de proportion de carbone par rapport à l'azote, qui vont permettre de décrire finalement est-ce qu'on a une matière organique qui va bien se dégrader ou qui est déjà trop dégradée et qui ne va pas permettre de libérer des éléments minéraux. Donc finalement, le C sur N libre est un des critères très pertinents pour piloter ça et qui va permettre de prendre des décisions derrière sur le type de couverts végétaux que je vais vouloir amener. Quand on amène un couvert végétal qu'on détruit en verre, premier effet, c'est qu'on monte le C sur N libre. Et ça, c'est mécanique, et c'est le cas aussi avec des engrais organiques, des amendements organiques. On va avoir des impacts différents des types d'engrais ou des types de couverts sur l'évolution de ce paramètre en particulier. Et donc c'est un vrai positionnement finalement pour savoir quelle stratégie choisir. Il faut un équilibre dans ce fractionnement de la matière organique, c'est-à-dire qu'il faut à la fois de la matière organique liée et de la matière organique libre, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la résilience, mais en même temps il faut avoir de la fertilité. C'est-à-dire que je veux que mon sol séquestre du carbone et permette une bonne structuration, une bonne séquestration, mais en même temps il me faut aussi assurer mes missions de fertilité pour ma parcelle, pour mes vignes, et qui vont permettre de faire tourner quelque part le réservoir d'azote. On estime globalement, ça dépend un petit peu des types de sols, mais qu'il faut à peu près 80% de matière organique liée et 20% de matière organique libre. Un pourcentage, c'est bien, mais on peut être nul dans les deux parties et être à 80-20. Donc ça ne se détache pas des valeurs intrinsèques, de dire il faut être bon en matière organique liée et bon en matière organique libre, mais dans un équilibre autour de 80-20. Et donc dans les autres paramètres, on a le C sur N de la matière organique libre. Et là, en fait, en fonction du C sur N, on va retrouver soit des niveaux bas avec finalement une matière organique libre qui est déjà trop dégradée, ou trop peu d'apports récents qui permettent d'avoir un stock qui va permettre de fournir de quoi minéraliser. Et à l'inverse, quand on est sur des valeurs trop élevées, au-delà de 25, au-delà de 30, au-delà de 35, c'est ce que décrivait Olivier tout à l'heure comme la fin d'azote. C'est-à-dire on fait de forts apports de matière organique. On fait des couverts végétaux qui font énormément de biomasse, qu'on détruit en verre. On va faire grimper très rapidement le niveau de C sur N libre. Et là, le risque, c'est que finalement, on n'ait plus suffisamment d'activité biologique et d'azote pour nourrir cette activité biologique qui va permettre de dégrader notre matière organique. Ça, c'est la même chose que ce qui peut se passer dans un mou. Dans un mou, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais finalement, on a de l'azote disponible pour nos micro-organismes, notamment nos Saccharomyces, et qui vont permettre de nourrir ces Saccharomyces pour qu'elles se développent et pour qu'ensuite elles fassent leur travail de transformer les sucres en alcool. Si à un moment donné le réservoir d'azote s'épuise, quelque part on a une fin d'azote aussi pour ces Saccharomyces et on arrête de fermenter. Sur les sols, c'est exactement la même chose. Qu'on s'observe visuellement par un jaunissement du feuillage, qu'à un moment donné on n'a plus suffisamment d'azote dans le sol pour permettre à la fois de dégrader la matière organique et de fournir de l'azote au niveau de nos plantes. Donc finalement, C sur N, il est vraiment d'intérêt sur ces paramètres-là. Sur la partie sol, on dira, c'est vrai que ça fait un peu léger finalement, C sur N libre. Il existe d'autres paramètres pour mesurer potentiellement ces niveaux d'azote. Il y a ce qu'on appelle des mesures qui sont les dynamiques de minéralisation de l'azote. Les dynamiques de minéralisation de l'azote, c'est intéressant parce que en laboratoire, en 28 jours, on peut permettre de statuer quelle est
globalement le potentiel de minéralisation de mon sol, qui est en fait sur le terrain plutôt entre 3 et 6 mois. C'est-à-dire qu'on simule quelque part la capacité de notre sol à fournir de l'azote. C'est intéressant, par contre c'est relativement coûteux, c'est des analyses relativement longues. Une analyse qu'on ne fait pas globalement en viticulture, mais qui existe notamment d'un point de vue directive nitrate sur des grandes cultures ou sur des régions à risque, c'est les reliquats azotés. Les reliquats azotés, c'est aussi un bon moyen en sortie d'hiver de savoir déjà quel est le potentiel de base de mon azote minéral. Donc dans cette mesure, on mesure l'azote minéral au niveau du sol. Il y a des paramètres qui naissent aussi. L'APM en fait partie, c'est l'azote potentiellement minéralisable. Donc il y a des innovations aussi qui sont en parallèle avec des modèles, avec des choses comme ça, et qui permettent de statuer un peu plus sur quel est le potentiel minéralisable de mon sol sur l'azote. Et enfin, dans les outils aussi de pilotage qui vont amener à des mesures quelque part sur les sols, il y a les cartographies de vigueur, les cartographies d'extrapolation de nos mesures. Vous faites une mesure au niveau du sol, comment savoir si je l'extrapole à l'ensemble de ma parcelle ou à ma parcelle voisine, etc. On a des outils aujourd'hui qui permettent de faire ce type d'extrapolation. Sur les mesures dans les végétaux, globalement, mêmes outils utilisés, c'est-à-dire qu'on va avoir des méthodes de référence qui sont plutôt ici de l'azote via des méthodes d'UMA et des calibrations qui peuvent se faire en infrarouge. Ici, on va mesurer l'azote total. On peut le faire sur des pétioles, en l'occurrence quand on est en vigne. On peut le faire sur des limbes éventuellement. Et on peut le faire sur des sarments. C'est globalement les trois analyses qui sont couramment faites sur les végétaux. Si on commence par les pétioles, et c'est là où effectivement on se rend compte que nos dynamiques de minéralisation qui existent dans les livres, en fait, elles sont théoriquement relativement vraies, elles sont en réalité très changeantes chaque année. Et ce que je disais tout à l'heure sur les couverts végétaux, en fait, vaut d'observation qu'on a pu faire sur des centaines et des milliers de parcelles finalement un peu partout dans la région et partout en France, c'est que globalement, on n'a pas une assimilation qui se ressemble d'une année à l'autre. Et donc en fait l'intérêt de mesure aussi de ces éléments sur les végétaux, c'est valable pour l'azote mais c'est valable pour beaucoup d'autres éléments, c'est qu'en fait on est extrêmement dépendant du millésime. C'est-à-dire que le millésime et notamment la climato du millésime, est-ce qu'il va avoir un printemps frais, un printemps humide, un printemps chaud, c'est le principal facteur de disponibilité de nos éléments minéraux à un instant T pour nos plantes. Et donc ça, on peut se rendre compte que finalement, quand on regarde ici les millésimes de ne serait-ce que 2020 à 2024, on peut avoir des années quasiment où on va du simple au double en termes de fourniture azotée pour les plantes. Donc ça amène une vraie notion de pilotage, c'est de dire que finalement, quoi qu'on fasse, quelque part, sur les mêmes parcelles, il y a des années où nos vignes, elles arrivent bien à assimiler de l'azote et des années où elles n'y arrivent pas. Et donc, quelque part, il reste après derrière l'appui de l'homme, de la fertilisation, qu'elle soit au sol ou éventuellement ici en foliaire, parce qu'on peut très bien imaginer que finalement, cet aspect fertilisation foliaire, c'est juste une réaction au millésime. Que le millésime fait qu'on va être très bas, ça permet de tirer une sonnette d'alarme et de se dire l'azote, je vais le piloter spécifiquement sur ce millésime avec un apport azoté ou X ou Y, parce que j'ai mesuré qu'on était dans des niveaux relativement déficitaires. C'est la force de ce type d'outil par rapport à l'analyse de sol, c'est que on arrive à mesurer et à piloter plus finement finalement que sur l'analyse de sol les différences interannuelles. Il y a un élément qui est important, c'est que finalement, historiquement, dans tous les laboratoires, vous trouverez des mesures qu'on appelle en pourcentage de matière sèche. C'est-à-dire qu'on va faire une mesure qui est en concentration de l'élément minéral. Sauf qu'en fait, vous comprendrez aisément que si on est sur une très très grosse vigueur ou si on est sur une toute petite vigueur, la concentration en pourcentage, elle peut se retrouver à la fois diluée sur des très grosses vigueurs ou très concentrée sur des très faibles vigueurs. Donc il y a une notion qui est extrêmement importante et que je rappellerai aussi pour les sarments, c'est qu'il est très important de ramener ces valeurs en pourcentage à des notions de vigueur. C'est-à-dire qu'on ne lit pas un 1% d'azote de la même manière sur une vigne qui est très vigoureuse, inversement avec une vigne qui n'est pas vigoureuse. Donc on propose quelques éléments pour réussir à mieux interpréter ça, ce qu'on appelle le massique, notamment sur les pétioles, c'est-à-dire qu'on va peser le poids de 50 pétioles et déterminer, ramener à la masse de l'échantillon, est-ce qu'on est dans des bons niveaux ou pas. Et vous voyez à droite que finalement, on corrèle beaucoup plus la masse d'azote sur un échantillon à sa vigueur. Et ça, c'est valable à tous les stades phénologiques. Quand on fait une analyse de végétal, de pétiole, de limbe, qu'on la fasse en démarrage de cycle, en milieu de cycle ou en fin de cycle, ça n'a pas du tout le même impact. Et on ne regarde pas du tout la même chose. Parce que finalement, l'azote, en termes de fonction aussi pour les plantes,
n'a pas du tout la même fonction si on le regarde en démarrage de cycle, là où il va servir finalement à un développement végétatif, à une croissance, en milieu de cycle avec la croissance des rafles, éventuellement un début de composition de la baie, et puis à véraison où à partir de ce moment-là, à 50% enfin grosso modo à partir de véraison, 50% de l'azote qui va être assimilé pour la plante va servir en partie au remplissage, les 50% pour l'azote des baies, et les 50% restants vont commencer à constituer les mises en réserve des plantes. Donc effectivement, il y a cette notion qui est importante de dire que la période d'analyse du végétal est extrêmement importante pour savoir quelle problématique on veut cibler. Évidemment, l'azote, il va participer à l'initiation florale, à floraison également, qui est extrêmement important. Donc cette période bouton floraux séparés, floraison, est aussi déterminante sur ces aspects-là. Il y a beaucoup de facteurs qui vont impacter l'assimilation des végétaux. Évidemment, la vigueur du porte-greffe en est un. Je parlais de concentration, dilution. En fonction de si on est sur un 140 Ruggieri ou si on est sur un 101-14, vous comprendrez aisément que la vigueur de l'un va impacter les niveaux de concentration d'éléments minéraux dans la plante. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant, cet effet filtre des porte-greffes sur des éléments comme le potassium ou le magnésium, par exemple. Sur les sarments, ça c'est une petite illustration de ce qu'on a vécu aussi sur les 2 derniers millésimes. Vous voyez un peu les niveaux de réserve particulièrement bas qu'on avait sur les zones languedociennes sur les 2 millésimes secs qu'on a connus. Ça a un impact. On voit que la différence interannuelle est moins forte quand même sur les sarments parce que c'est un outil de réserve et que finalement chaque année on ne remobilise pas toutes les réserves de la plante, c'est-à-dire que grosso modo on estime qu'il y a entre 50 et 60% de l'azote des réserves qui va être réutilisé pour le démarrage de cycle de l'année suivante. Donc forcément, il y a un effet tampon de ces réserves qui est une moindre variabilité. Sur les sarments, même remarque sur le côté vigueur, c'est-à-dire que l'une des principales contraintes de cette mesure, c'est qu'il faut le ramener à une vigueur relative pour avoir une interprétation qui soit la plus juste possible. Un petit essai qu'on avait mis en place, que j'expliquerai aussi juste sur les diapos suivantes, c'est que finalement on est capable de mettre aussi des pratiques qui sont beaucoup faites chez les arbos, de fertilisation vendange, etc., sur différents éléments minéraux. Et on se rend compte qu'en fonction des éléments minéraux, ça n'a pas le même impact. Là, il y a un exemple d'apport duré post-vendange. Finalement, il y a 4 kg apportés, idem tolérance, ça veut dire qu'on a doublé la dose, grosso modo. On voit que l'impact sur le niveau d'azote en pourcentage de matière sèche est nul. Par contre, on peut observer que les réserves carbonées, elles, ont augmenté. Donc en fait, on a eu sans doute un impact à court terme sur l'évolution de l'activité photosynthétique qui a permis aussi de générer plus de réserves carbonées. Mais finalement, la redistribution de cet azote ne s'est pas fait dans les sarments. Alors après, il y en a peut-être eu dans les racines, dans les troncs. L'azote, c'est un élément qui est très mobile quand même à l'intérieur de la plante. Mais en tous les cas, on ne l'a pas observé. A l'inverse, sur des éléments comme le manganèse, ici tout à droite, ou en partie sur le fer, on voit qu'il y a des éléments qui répondent très bien à cet effet de mise en réserve. Et je remontre ici, ça s'est fait sur plus de 900 données. On voit finalement que c'est ce qu'on appelle une matrice de corrélation. C'est-à-dire plus c'est bleu, plus globalement on a une corrélation entre donc les mesures d'analyse spéciolaire en fin de cycle, c'est-à-dire qu'est-ce que la plante assimile en fin de cycle, et ce qu'elle met en réserve. On voit que pour l'azote, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a cet effet, ce que je disais, de chaque année, tout n'est pas remobilisé à l'intérieur des réserves. Et puis cet élément très mobile, il peut naviguer très aisément dans les feuilles, dans les racines et dans les troncs. Par contre, ça marche pour beaucoup d'autres éléments qui sont eux beaucoup moins mobiles, qui se stockent facilement et donc pour lesquels vous faites un apport en post-vendange. Vous êtes capable de le retrouver dans les réserves, dans les bois. Ils resserviront ensuite l'année suivante parce que quand on regarde sarment versus pétiole l'année suivante, on a aussi des niveaux de corrélation sur beaucoup d'éléments qui permettent de les remobiliser. Et donc cette fertilisation foliaire en post-vendange, elle présente un intérêt en ce sens. Sur les mous, dernière partie, donc les analyseurs, on a aujourd'hui les IRTF qui fournissent, je pense, près 70% de l'analyse dans les mous et les analyseurs séquentiels. On analyse la fraction minérale, on analyse la fraction organique et la somme des deux étant l'azote assimilable. Vous voyez évidemment que sur cette partie, si on a des niveaux très déficitaires dans les végétaux, on peut se retrouver avec des déficits, et ça sera une partie qu'abordera Justine sur l'impact que va avoir l'assimilation en saison versus ce qu'on retrouve dans les mous.
voyez qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux de corrélation intéressants qui vont jusqu'à la microbiologie des sols, jusqu'à l'azote assimilable. C'est-à-dire quand on regarde ici les sols qui sont les plus riches en bactéries actives, et on retrouve aussi les sols qui arrivent à avoir le plus d'azote assimilable dans les mous. Donc finalement, toute cette gestion d'azote assimilable, et on en parlait y compris pour le bio, qui peut être parfois difficile avec les produits à utiliser, elle se gère évidemment depuis le sol. Voilà, et pour finir, pour conclure sur cette partie, c'est un élément qui est intéressant et qui revient à cette partie matière organique, mais pourquoi particulièrement dans la région on a intérêt à s'intéresser à la matière organique, c'est que finalement quand on regarde aussi cette matrice de corrélation, plus on a de matière organique, plus on a d'azote assimilable dans les mous, statistiquement, et plus on a de matière organique aussi, plus notre delta C13 est inversement plus faible, ça veut dire que moins on a de stress hydrique. Donc la matière organique, c'est le vrai levier de résilience, à la fois d'un point de vue œnologique sur des paramètres comme l'azote, mais aussi sur des paramètres purement agronomiques comme le stress hydrique. Voilà, et comme disait Lord Kelvin, on ne gère bien que ce que l'on mesure. Et donc effectivement, c'est celui qui a inventé le degré zéro en Kelvin. Et je vous remercie de votre attention.